Madame, Monsieur, bonsoir. Et une question d'actu spéciale Africa CEO Forum ici à Abidjan. Une 9e édition placée sous le thème de l'accélération des champions africains. Certes, la conjoncture mondiale est aujourd'hui très incertaine et dans ce tumulte de contexte contingent, l'Afrique subit de nouveau les impacts et les dommages collatéraux de crises exogènes, des dommages d'ordre financier, mais aussi climatique, sans oublier bien évidemment les dommages alimentaires qui sont liés à ces changements climatiques. Une riposte commune est-elle possible face à ces challenges? C'est sur cette question que se pencheront les travaux de ce Africa CEO Forum dans son édition 2023. Tout le Gotha des affaires est réuni aux côtés de décideurs politiques de haut rang. C'est une rencontre annuelle qui est co-organisée par la Société financière internationale, acteur majeur pour l'émergence du secteur privé dans le développement du continent, mais pas que. J'ai l'immense joie de recevoir aujourd'hui le directeur général de la Société financière internationale. Bonsoir, Maktar Diop. Bonsoir, Khadija. Merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup de m'accueillir sur le plateau. En tant que co-organisateur donc de ce forum aux côtés de Jeune Afrique Media Group, quelles sont vos attentes d'une telle rencontre et quels sont aussi les outputs possibles d'un tel forum tenu ici à Abidjan? Ce qu'on essaie de faire, c'est faire plus de ce qu'on fait avec vous au Maroc. Et je crois qu'un bon exemple, c'est ce que nous faisons avec l'OCP. Nous avons signé 100 millions de dollars pour un projet pour aider à la transition énergétique, pour produire de l'énergie verte, de l'hydrogène vert au Maroc, et pour pouvoir mieux intégrer l'OCP dans les investissements que les compagnies africaines font dans le secteur de l'agriculture. Comme on le sait, un des éléments de la crise a été la rareté et le coût plus élevé des intrants, et particulièrement des fertilizers, comme on dit, des engrais pour les pays africains. Et nous avons la solution ici sur le continent. Ici, si on travaille ensemble, on peut créer de l'énergie verte, on peut créer des intrants qui serviront aux producteurs et on peut le faire de manière intégrée en Afrique. Donc pour moi, ça c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire ensemble pour répondre à cette crise et pour pouvoir le faire. Un autre élément de la crise, ça a été le coût des produits alimentaires. On a vu qu'il y a eu une flambée des coûts alimentaires. On est sur un continent où on a l'eau en abondance dans certaines parties du continent, on a les terres en abondance et on a la main-d'œuvre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas produire assez de produits alimentaires pour justement faire face à ces chocs exogènes auxquels nos économies font face? C'est ce genre de questions que nous allons discuter. Sont sortir de ces cycles de réponses à des crises qui nous ont frappés pour pouvoir avoir des réponses plus structurelles qui permettent justement aux économies africaines d'être plus résilientes. C'est ce qui se passe également dans le domaine pharmaceutique, où on s'est rendu compte que lorsqu'il y a eu la crise du Covid-19, les pays africains n'ont pas eu accès au vaccin. La solution, ça a été de travailler avec des pays comme le Rwanda, comme le Sénégal, comme l'Afrique du Sud, comme le Maroc, pour pouvoir créer des vaccins en Afrique, mais également en profiter pour développer une industrie pharmaceutique qui permet de servir le continent. Donc nous avons des pistes, nous avons testé la résilience du secteur privé en Afrique et les capacités. Il s'agit de libérer le potentiel de ce secteur privé. En faisant quoi? D'abord, s'assurant que le climat des affaires répond à la réalité. Quand on parle du climat des affaires, souvent les gens pensent investissement direct étranger. Ceux qui sont le plus pénalisés par un mauvais climat des affaires, ce ne sont pas les investisseurs étrangers en premier lieu, ce sont les investisseurs nationaux. Ce sont ceux-là qui doivent passer des heures et des heures, des mois et des mois pour pouvoir résoudre des problèmes administratifs qui ne sont pas nécessaires. Deuxièmement, ce sont aussi ceux qui, s'ils sont satisfaits, peuvent attirer des investisseurs étrangers. Donc, nous devons avoir un climat des affaires qui soit solide. Mais nous ne voulons pas le faire dans un pays uniquement. Nous devons le faire dans un ensemble de pays pour pouvoir favoriser le commerce interafricain. Nous avons maintenant la ZECLAF qui est là, qui est une opportunité unique. Mais ce que j'aime dire et répéter, c'est que ce ne sont pas les États qui échangent.
ce sont les investisseurs. C'est le secteur privé qui échange, c'est le secteur privé qui crée les chaînes de valeur. Donc comment s'assurer que cette éclave est une réalité et non pas simplement un accord qui a été signé entre États. C'est ce que nous Vous y croyez, justement? J'y crois. Vous y croyez à l'aboutissement de ce projet de zone de libre-échange africaine? J'y crois fermement parce que dans toutes les réunions auxquelles j'ai participé en présidence des chefs d'État, il y avait une très forte détermination. Récemment, à Davos, nous avons eu une discussion sur cette question et il était très intéressant de voir que les chefs d'État qui étaient présents dans cette réunion voulaient des résultats concrets en disant est-ce qu'on peut avoir un tableau de bord? Est-ce qu'on peut mesurer ce qui se fait? Et nous, dans le groupe de la Banque mondiale, c'est quelque chose que nous aimerions contribuer à faire, c'est-à-dire avoir un tableau de bord, pouvoir mesurer combien de temps concrètement il prend de voyager de Casa à Dakar, de Dakar à N'Djamena, de N'Djamena à Abidjan. Parce que c'est ça qui pourra nous dire, en réalité, si le ZECLAF est une réalité ou c'est simplement une déclaration de principe. Alors vous avez parlé du rôle aujourd'hui du secteur privé. Pour vous, il est avéré dans le développement de pays africains. Est-ce que ce secteur privé est assez fort pour tirer vers le haut le développement de ces pays? Il est fort dans certains pays, il est moins fort dans d'autres, parce que l'État avait joué un rôle beaucoup plus important depuis l'indépendance dans certaines parties du continent, et où le secteur privé n'avait pas encore eu l'occasion et l'opportunité d'investir dans certains secteurs. Je prends par exemple l'infrastructure, ou les infrastructures en général. Il était souvent considéré que c'était le domaine réservé de l'État, que le secteur privé ne doit pas investir dans les routes, ne doit pas investir dans la production d'électricité. Aujourd'hui, cela a changé. Aujourd'hui, de plus en plus, les États comprennent qu'ils ne peuvent pas, particulièrement dans un secteur où il y a un renchérissement du coût de la dette, où les États ont eu à dépenser beaucoup de ressources pour faire face à la crise, les États se rendent compte qu'il n'est pas possible de faire face à tous ces défis et d'investir de cette manière. C'est pourquoi il y a une opportunité unique aujourd'hui pour le secteur privé de jouer le rôle qu'il doit jouer. Mais pour cela, le secteur privé a besoin de capitaux à long terme. Le secteur privé a besoin d'un environnement des affaires qui soit beaucoup plus souple. Le secteur privé a besoin d'accéder aux marchés régionaux, que ce ne soit pas simplement un investissement pour leur propre pays. Et le secteur privé doit pouvoir s'assurer qu'il y a une certaine prédictabilité dans les décisions des politiques. Enfin, le secteur privé a besoin d'un secteur judiciaire et légal qui soit fort et qui soit transparent. C'est la base. Donc vous avez parlé de ce rôle du secteur privé dans les infrastructures. Il y a aussi les défis sociaux et qui sont très nombreux en Afrique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un engagement et que ce secteur privé s'engage aussi dans ces secteurs-là? Oui, on a vu des investissements dans le secteur pharmaceutique. En fait, on va signer durant mon séjour ici un projet dans le secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est au niveau social, parce qu'on se rend compte que le coût du médicament est encore élevé, la disponibilité est limitée, et quand on voit les dépenses des ménages et les plus pauvres, en fait, les dépenses dans le domaine de la santé constituent un coût important. Donc, investir dans ce secteur est important et on voit de plus en plus d'investissements. Lors de mon dernier voyage au Maroc, j'ai eu une discussion avec des investisseurs dans le secteur pharmaceutique et je suis confiant que si justement on enlève toutes les barrières non tarifaires qui encore existent au niveau du continent africain, on pourra bénéficier des gains de productivité qui ont été réalisés dans certains pays, dans les secteurs sociaux, notamment dans le secteur de la santé, dans le secteur pharmaceutique et autres secteurs qui sont importants pour les ménages. Et ce qui est important aussi pour les entreprises et pour le secteur privé, c'est le financement. Quelles sont selon vous les tendances pour 2023, notamment en ce qui concerne l'accès au financement pour les startups en connaissant ces réalités? Il y a eu un rebond phénoménal en 2022 en ce qui concerne les VC, les Venture Capital ou Capital Risque. Mais selon certains observateurs, eh bien, ces tendances risquent de s'inverser en 2023.
Est-ce que vous partagez cela en ce qui concerne le rôle des institutions comme les nôtres, c'est que quand les gens s'en vont, nous on reste et on fait plus. Nous ne sommes pas une institution où, lorsque les conditions de marché évoluent dans le mauvais sens, nous sommes là et nous restons là dans les moments difficiles pour accompagner les pays. C'est la raison pour laquelle cette année, nous avons une année record. Et nous avons une année record parce qu'on a vu qu'il y avait une tendance baissière pour les investissements directs étrangers. Quand les investissements directs étrangers baissent, nous augmentons nos investissements parce que nous voulons compenser cela et aider les pays à investir. Donc cette année, nous allons avoir plus de 36 milliards d'investissements globaux, dont à peu près 10 sur l'Afrique. Cela est un niveau record qu'on atteint, nous sommes très fiers de cela et nous allons accélérer cette tendance. Nous allons le faire en investissement dans le secteur des infrastructures, particulièrement de l'énergie renouvelable. Nous allons investir également dans les secteurs sociaux comme le secteur de la santé, mais également aider les startups, parce que nous considérons qu'elles peuvent aider à la création d'emplois de qualité. Le nouveau président de la Banque mondiale insiste beaucoup sur la nécessité d'aider les pays à créer des emplois qui soient des emplois de qualité. Et pour cela, il faut prendre les petites et moyennes entreprises, les aider à évoluer du secteur informel dans lequel elles sont au secteur plus formel pour qu'elles puissent accéder au crédit et autres. Secondo, il faut apporter des ressources à long terme dans le secteur financier. Le secteur financier en Afrique, souvent, est contraint de ce point de vue. Ils ont accès à des dépôts à court terme et donc ils ont des emplois à court terme. Et ils n'ont pas souvent les capitaux à long terme qui leur permettent d'accompagner l'investissement à long terme. Donc nous travaillons sur cela. Nous travaillons aussi à rendre le marché des capitaux beaucoup plus efficient et beaucoup plus profond, comme on dit. Quand on constate un peu les bourses des valeurs et autres dans les pays africains, nous sommes encore à une phase embryonnaire. Bien sûr, au Maroc, nous avons un marché des capitaux un peu plus développé, mais dans d'autres parties du continent, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, renforcer les instruments d'investissement de l'épargne domestique, c'est quelque chose également qui nous préoccupe et que nous faisons. Nous avons une initiative qui s'appelle en anglais GCAP, où on essaie de travailler à renforcer les marchés des capitaux et à offrir des produits à longue maturité pour que les gens puissent justement avoir une plus grande visibilité sur l'investissement à long terme. Est-ce que cela concerne aussi cette question de risque lié au manque de liquidité dont souffrent justement les banques africaines? Ajouter à cela peut-être le manque de bancarisation aussi. Il y a plusieurs éléments sur lesquels il faut agir. D'abord, il y a ce qu'on appelle le currency mismatch, donc l'effet des taux de change. Souvent, les investisseurs investissent en important des biens qui sont en dollars et reçoivent des ressources de leur investissement qui sont en monnaie locale. Donc ce mismatch, comme ils disent en anglais, crée une tension de trésorerie pour les investisseurs et accroît le risque. Un deuxième élément, c'est la maturité. Combien de fois vous avez vu un investisseur qui vous dit « j'ai dû emprunter à court terme dans une banque alors que c'est un matériel que j'amortis sur 20 ans ou sur 10 ans ». Donc il y a, du point de vue de la durée de l'investissement et des ressources de financement, il y a également un autre mismatch, un autre déphasage. Donc nous essayons de travailler sur les deux éléments en apportant des produits de swap au niveau des taux de change entre monnaie locale et dollars. Nous apportons également maintenant des bons à plus grande maturité. C'est pourquoi le marché des capitaux est important. Nous essayons d'aider les entreprises à émettre des bons qui sont sur une durée beaucoup plus longue, qui leur permettent justement d'investir en équipements, en matériel qui sont si nécessaires pour eux pour améliorer leur productivité et atteindre certains marchés. Alors en parlant de financement, deux chiffres qui ont retenu mon attention en préparant cette interview. En 2021, 85% du capital mondial de capital risque a financé des startups masculines, uniquement fondées et dirigées par des hommes. Et en Afrique, seulement 1,6% des fonds de démarrage sont allés à toutes les femmes fondatrices, donc moins de 2%.
comment faire réellement émerger un entrepreneuriat féminin financé en sachant qu'une femme africaine sur 4 est entrepreneur? D'abord, de manière générale, comme vous l'avez dit tantôt, le financement des venture capital n'a pas assez de ressources en Afrique. Et nous avons lancé l'année dernière un fonds sur le Moyen-Orient et sur l'Afrique de 225 millions de dollars pour les venture capital. Donc ça va nous aider à faire plus de capital risque et nous sommes prêts à accroître ce montant en fonction de l'utilisation. Il est triste de dire qu'encore, une grande partie de venture capital ne vient pas d'investisseurs domestiques. Et mon appel, c'est aux milliardaires africains, mettez de l'argent dans les startups, mettez de l'argent dans les venture capital. Pourquoi? Parce que c'est une source énorme de création de richesse. On voit de plus en plus des startups qui sont rachetées et qui, demain, sont revendues à un prix, qui ont une capitalisation beaucoup plus importante une fois qu'elles sont rachetées par des sociétés qui sont dans la Silicon Valley ou autre part. Alors que c'est quelque chose qui, si certains milliardaires africains regardaient avec un peu plus d'un peu plus près, ils pourraient investir dans ces startups et pouvoir fructifier leur investissement. Donc ça, c'est un appel aux investisseurs africains. Nous, pour l'entrepreneuriat féminin, nous avons lancé cette initiative She Wins Arabia à Dubaï. Nous allons lancer la même initiative ici à Abidjan. Et cette idée, c'est d'aider et d'encourager, de donner un peu de seed fund à des investisseurs femmes dans des startups. Et j'étais extrêmement impressionné par ce que j'ai vu lors de la dernière édition, parce que nous avons eu des femmes du Maghreb qui ont participé à She Wins Arabia. Et il était intéressant de voir non seulement que c'est des startups, mais des startups dans les domaines scientifiques. C'était des ingénieurs, femmes qui avaient monté des startups et je suis tout à fait personnellement motivé et déterminé à les accompagner. Et nous allons faire avec ce She Wins Africa, d'utiliser comme une plateforme. Et une fois qu'on aura identifié les investisseurs dans cette plateforme qui peuvent faire un peu plus, nous allons utiliser notre venture capital, les 225 millions de dollars que nous avons mis à disposition de ce groupe pour financer cette transition. Donc c'est un peu le schéma que nous avons. Alors, vous facilitez la transition, on parle de transition écologique à présent. Alors, effectivement, le plastique est aujourd'hui un phénomène qui commence à inquiéter, notamment en Afrique. Alors que, certes, le plastique est beaucoup produit et utilisé en Afrique, mais aussi importé vers l'Afrique. Donc, ce que je vous demande, c'est que si on demande au secteur privé, qui est d'ailleurs au centre de toute économie circulaire, de faire un effort, comment les inciter davantage en connaissant cette réalité que beaucoup de pays du Sud importent les déchets plastiques de pays du Nord? Absolument, c'est la source du partenariat que nous avons avec le Programme des Nations Unies sur l'environnement. Demain, j'aurai une conversation avec Inga Anderson, qui est la directrice générale du PNUE, et justement, nous sommes en train de construire une coalition autour de ce que j'appelle en anglais marine plastics, de tous ces plastiques. C'est un désastre écologique auquel nous devons régler très rapidement, parce que les effets à long terme sur la santé des êtres humains est énorme. Et en plus de cela, l'impact sur la biodiversité est désastreux. Il y a des impacts économiques aussi à ce marine plastic, à ces pollutions marines? Le tourisme en est une victime. Également, au niveau de la pêche artisanale, quand on parle aux pêcheurs, ils nous disent que c'est un très très gros problème pour eux. Donc, les retombées économiques, l'impact économique est énorme. Mais qu'est-ce que nous voulons faire à ce sujet? Comme vous le savez, il y a des négociations qui ont été entamées sur une convention qui puisse aider à régler cette question, que les engagements soient pris par les États. Et les négociations se déroulent actuellement, ont commencé, et un important point de discussion sera à Paris le mois prochain. Nous suivons cela de très près. Et un peu ce que cela aidera à faire, c'est de dégager un peu des éléments d'une économie circulaire qui permettra de réduire
la production de plastique, mais également de pouvoir utiliser des technologies nouvelles qui permettraient de substituer le plastique, d'avoir d'autres éléments qui puissent être substitués au plastique. Donc c'est ceci que nous voulons regarder de près et voir toutes les opportunités d'investissement qui se dégageraient de ce processus pour que nous, la SFI, nous accompagnions des investisseurs privés qui pourraient investir dans cette chaîne qui permettrait justement d'avoir cette économie circulaire dont nous avons besoin. Il s'agira de recyclage, il s'agira d'un certain nombre d'autres éléments. Je voudrais également sur le changement climatique dire qu'une de nos orientations également est d'investir dans ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi de l'anglicisme, hard to abate sectors. Ce sont les secteurs qui consomment beaucoup, qui produisent beaucoup de CO2, mais qui sont très difficiles à contrôler. C'est la production d'aluminium, ce sont ce genre de processus. Et nous avons pris la décision, au point de vue stratégique, de nous focaliser sur ces secteurs. Parce que ce sont les secteurs que les gens regardent un peu de loin et n'osent pas toucher parce que c'est trop difficile. Heureusement, la technologie nous permet à l'heure actuelle d'avoir des solutions. Nous venons d'investir 20 millions de dollars dans une start-up à Boston qui permettra justement de produire de l'aluminium qui est beaucoup moins polluant que l'aluminium qui est produit à l'heure actuelle. Et l'idée, ce sera plus tard d'utiliser cette technologie, de la vulgariser et de la mettre à disposition des entreprises dans lesquelles nous investissons. De même, dans le sud de l'Amérique, dans l'Amérique latine, nous investissons également dans des mines. Et l'idée, c'est comment utiliser toutes les technologies possibles et disponibles pour pouvoir réduire l'utilisation en eau dans ces mines qui demandent beaucoup d'eau. Donc nous avons des interventions de cette nature qui sont pour moi très très importantes parce qu'elles touchent à des secteurs qui sont un peu oubliés mais dont l'impact sur le changement climatique sont énormes. Vous avez parlé d'utilisation d'eau. Aujourd'hui, l'eau, et sur une bonne partie de l'Afrique, est un défi majeur, vital, à cause justement des changements climatiques. Peut-être un mot sur vos actions concernant la lutte contre, on ne parle plus de stress hydrique, mais plutôt d'urgence hydrique, Mactar Diop. C'est, je crois, vraiment la grosse question des années à venir. L'impact du changement climatique. Vous et moi, nous n'aurions jamais pensé que dans le sud de la France, ils auraient une sécheresse. Aujourd'hui, l'Espagne est dans une situation très difficile, le Portugal dans une situation très difficile, le Maroc, le Sénégal, tous les pays. Et donc, j'espère et j'ai le sentiment que la COP28 va discuter de la question de l'eau et de l'utilisation des ressources hydriques et de prendre des mesures pour vraiment aider les pays dans ce sens. Aujourd'hui, il va falloir de plus en plus penser à la désalinisation parce que les villes ont de moins en moins accès à des sources d'eau potable. Donc, heureusement, avec le coût de l'énergie particulièrement renouvelable qui a baissé, on peut avoir des projets de désalinisation qui sont moins coûteux. Mais je crois que ça, ce sera quelque chose sur lequel nous devons travailler tous ensemble. Et la SFI est en train d'en faire vraiment un autre axe de développement de nos investissements. Si nous ne réglons pas la question de l'eau, je crois que nous allons faire face à une catastrophe écologique qui n'est pas encore bien mesurée et qui, je crois, maintenant commence à devenir de plus en plus claire, même pour les pays du Nord qui ne faisaient pas face à ce stress hydrique ou autre dénomination qu'on aurait pour qualifier cette situation de rareté de l'eau dans certaines parties du monde. Pour terminer, Mactar Diop, nous sommes à Abidjan. Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI approchent à grands pas. Nous sommes ici à Abidjan, c'est un pas de plus vers Marrakech, donc, qui se tiennent en octobre prochain, quelques mois. Je voudrais juste que vous partagiez peut-être avec nous ce que représentent ces assemblées annuelles, parce qu'on en entend parler, pour qu'on comprenne peut-être davantage pour les Marocains qui nous regardent, et surtout pour le pays hôte. Que représentent ces assemblées annuelles FMI Banque mondiale? C'est un moment historique, parce que c'est la première fois qu'on a au Maghreb, c'est la seconde fois en Afrique, que nous avons des assemblées de la Banque mondiale. Et ce qui est très très intéressant, c'est que
ça coïncide avec un moment dans l'histoire de l'humanité où il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes. Les questions géopolitiques, les questions de changement climatique, les questions de l'ordre économique mondial, les questions du financement du développement. Toutes ces questions sont aujourd'hui en face de nous. Et Marrakech, pour moi, sera une opportunité de discuter toutes ces questions de manière concertée et de manière cohérente et de pouvoir apporter des solutions. Où la voix des pays en développement sera entendue et sera encore plus entendue qu'avant. Deuxièmement, ce sera aussi l'occasion de montrer que sur les biens publics globaux, les pays en développement font partie de la solution. Et je crois que le Maroc a beaucoup à montrer sur ce que vous avez fait sur l'énergie solaire, ce que vous voulez faire sur l'hydrogène vert, le fait que dans la stratégie à long terme du Maroc, avoir un Maroc vert est un pilier de cette stratégie. Donc je pense que ce sera une bonne manière aussi d'illustrer comment est-ce que les pays émergents veulent faire partie de la solution et sont déjà une grande partie de la solution aux défis auxquels nous faisons face. Enfin, ce sera aussi un moment qui sera juste avant la COP 28 et où on pourra avoir aussi une confirmation de certaines options qui pourront être discutées au niveau de la COP 28. Donc je pense que Marrakech, et comme on dit au niveau de la Banque mondiale, on travaille on the road to Marrakech. Il y aura un certain nombre d'événements, y compris sur le secteur financier, parce que le Maroc se veut être une place financière pour les pays émergents, particulièrement en Afrique. Et on aura vraiment beaucoup d'événements et je suis très, très pressé d'être à Marrakech pour pouvoir avoir ces conversations avec les acteurs du développement. Nous aurons certainement une conversation à Marrakech lors des assemblées annuelles, n'est-ce pas, Makhtar Diop? Merci Khadija, c'est avec plaisir que je le ferai. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était la première partie de questions d'actu en compagnie du directeur général de la SFI, de la Société financière internationale. Nous reprenons dans quelques instants avec un second invité dans cette émission spéciale Africa CEO Forum. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je reçois en cette seconde partie de questions d'actu spéciale Africa CEO Forum d'Abidjan le président du forum et également directeur général de Jeune Afrique Media Group. Bonsoir, Amir Beni Ahmed. Bonsoir. 9e édition sous le signe de l'accélération des champions africains. L'ambition donc est la suivante, et je reprends vos termes, 300 champions aujourd'hui. Ce nombre devrait être porté à 3000 pour véritablement transformer le continent. Comment un forum tel que celui-ci peut-il enclencher cette dynamique d'accélération ? Alors, déjà, juste pour donner un petit peu de contexte, le chiffre qu'on a donné est un chiffre aspirationnel. Il vient d'un constat, c'est que quand on regarde les zones émergentes comme l'ASEAN, le Mercosur, on se rend compte qu'en fait, proportionnellement, en taille de PIB, c'est des zones qui ont 2 fois plus de champions nationaux, des entreprises de plus de 1 milliard de dollars, que le continent. Et le rythme de croissance de ces entreprises en Afrique est resté stable au cours de ces 5 dernières années. Il y a même des indicateurs qui donnent une décroissance, alors que sur ces zones-là, il a accru de 25 à 30%. Donc, le constat que le Forum a fait avec tous ses partenaires, c'était que quand on parle aujourd'hui de souveraineté économique, il est illusoire en fait d'en parler si nous ne sommes pas en mesure d'avoir des entreprises pour nous reposer sur leur expertise, leur savoir-faire, leur déploiement national, international, etc. Donc il y a urgence à mettre le secteur privé véritablement au cœur des politiques de croissance. Ça fait un petit moment que tout le monde parle du secteur privé, que les politiques aujourd'hui l'intègrent dans leur discours, mais on n'a jamais véritablement quantifié là où on devait aller. Et c'est ce qu'on veut essayer de faire avec cette édition du Forum, c'est de dire, OK, voilà, on a ces 300 champions nationaux, plus ou moins. Comment et dans quelles industries on doit essayer de développer, de faire en sorte que aussi on crée tout le cercle vertueux de croissance, de la PME à l'entreprise de taille intermédiaire et demain aux champions nationaux, et comment on fait aussi des arbitrages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans quelle industrie, dans la logistique, dans les phosphates, dans les télécoms, comment on aide des entreprises qui font 1 milliard à passer à 5 milliards, à 10 milliards, etc. Et le Maroc, qui est un de nos invités particuliers pendant cette édition, est quand même un des modèles dans le genre.
Alors, avant de parler du Maroc, justement, vous parlez de ces champions et de toutes ces tailles d'entreprises. Est-ce qu'ils sont présents? Oui, alors le forum est quand même globalement dédié aux grandes entreprises, mais en fait il y a des entreprises aussi, ça dépend des secteurs, les entreprises dans les services, un cabinet d'avocats ou une boîte de consulting qui fait 8, 9, 10, 12 millions d'euros est déjà une grande entreprise dans son secteur. Donc on essaye d'avoir la plupart des tailles d'entreprises, mais globalement les entreprises qui sont représentées au forum, c'est entreprises de taille intermédiaire de 50 millions de dollars et plus de revenus. Forte délégation marocaine présente cette année à l'Africa CEO Forum d'Abidjan. Amir Ben Ahmed, que pouvez-vous nous dire peut-être sur la politique d'investissement du Royaume? Alors d'abord, je me réjouis que le Maroc soit venu de manière aussi importante dans cette délégation. Le Maroc a été toujours très présent aussi au forum, mais je pense que notamment les dernières années, je sais que la situation est difficile, l'inflation, etc., mais pour avoir passé encore quelques jours très récemment au Maroc, je pense que le Maroc en Afrique reste quand même, je crois, le modèle de développement économique à suivre, parce que c'est à la fois un pays qui a su réfléchir à comment s'inscrire dans les grandes chaînes de valeur mondiales, qui a su construire aussi des chaînes de valeur locales et qui a cette politique de champions nationaux. Je dirais peut-être que la seule faiblesse que je vois aujourd'hui, c'est justement en fait notre thème, c'est il y a toute une génération de champions nationaux qui a émergé à la fin des années 90, début des années 2000, donc ça fait maintenant un peu plus de 20 ans, et la question de voir c'est quelle est la prochaine génération, parce que si demain vous avez une dizaine, quinzaine, vingtaine d'entreprises de plus d'1 milliard de dollars, comment on arrive justement à doubler ce chiffre? Mais donc voilà, le Maroc, pour moi, j'ai aussi eu l'occasion de visiter l'université Mohamed VI. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut imposer à peu près à tout le système éducatif africain, parce que l'ambition qu'elle témoigne, enfin que l'université témoigne, pour moi, est exactement ce que nous, Africains, devons essayer de faire de manière très décomplexée dans tout un tas de secteurs. Et ce sera discuté, c'est ce que la formation, par exemple, est l'un des thèmes qui seront discutés lors du forum? Oui, oui, on a plusieurs tables rondes autour de l'éducation, parce que l'un des enjeux, c'est toute l'économie de la connaissance. Donc on est en train de parler d'intelligence artificielle, tout le secteur de la tech. Donc c'est un écosystème, bien sûr, où il faut des financements, mais il faut surtout des élèves qui sortent bien éduqués dans les secteurs dont on a besoin. J'ai vu qu'un de nos partenaires, le Boston Consulting Group, a décidé de mettre son centre d'intelligence artificielle pour la zone Europe au Maroc. Donc c'est là aussi un très bon exemple. Et c'est un exemple que j'espère sera répliqué, parce que je pense que c'est encore quelque chose qui n'est pas suffisamment appréhendé par de nombreux pays africains. Un des enjeux clés, c'est le financement. Donc il y a bien sûr ce contexte international contingent incertain, beaucoup de pression justement sur ce secteur financier. Les perspectives de financement en Afrique sont un peu tout aussi incertaines, j'ai envie de dire. Alors comment, selon vous, se profile l'année en cours 2023 pour cet enjeu majeur qu'est le financement pour l'Afrique? Parce que sans financement, on n'aura pas de champion, encore moins d'entrepreneurs. Alors, d'abord, je dirais oui et non. Je pense que ça se profile mal, parce que la situation économique est quand même globalement assez mauvaise, en dépit des performances des marchés financiers. Il y a quand même d'abord des niveaux de dette qui sont très élevés, bien sûr, sur le continent, mais dans les pays développés, pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur la gestion des pays comme la France, enfin des pays européens comme les États-Unis. Vous avez vu encore la difficulté que les États-Unis ont eu à fixer leur plafond de dette. Donc dans tous les cas de figure, ça va devenir très difficile. En revanche, dans le sujet de souveraineté économique, je pense qu'il y a des vrais sujets sur lesquels, mais ce n'est pas ma spécialité, il y a des sujets de disponibilité de capitaux. Les capitaux nationaux, un petit peu partout, que ce soit à travers les fonds de pension, les caisses de retraite, enfin tous ces acteurs du financement sont là, sont présents, il y a beaucoup d'argent disponible. Donc ce que vous dites, c'est remplacer un peu ces capitaux-là qui venaient de l'étranger ou qui ont été un peu retirés à cause de la crise, notamment je parle du marché américain, et se tourner plutôt vers le marché national. Oui, exactement, mais on n'a pas le choix en fait. Ouais. Toujours ce sujet de souveraineté économique, c'est de dire comment on peut se reposer sur nos propres atouts alors qu'on était dépendant d'autres à l'extérieur. Donc sur le sujet du financement, il y a plein de pistes. Vous prenez le sujet des startups.
le sujet des startups, si vous discutez ici avec un certain nombre de chefs d'entreprise, il n'y en a pas un seul qui est globalement, véritablement sollicité par l'écosystème de startups pour le financer. Parce qu'il n'y a pas forcément de politique publique qui défiscalise les investissements dans les startups, il n'y a pas toujours de startup, la Startup Nation, ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe sauf certains pays. Et donc, en fait, le nombre d'entrepreneurs à succès en Afrique qui pourraient diriger une partie de leur épargne, de leurs capitaux dans un secteur comme la tech est extrêmement important. Donc c'est plutôt des questions de politique publique pour permettre aux assureurs, aux fonds de pension, etc., d'investir plus facilement, sans contraintes géographiques, etc. Donc il y a plein de pistes. Le sujet des marchés de capitaux aussi est un sujet qui est très important parce que on regarde la question du private equity, là aussi il y a beaucoup d'argent. L'industrie du private equity n'a aucun problème à lever de l'argent. Elle a un problème à investir et à sortir de ses participations. Donc, et pour ça, en fait, il faut des marchés de capitaux beaucoup plus dynamiques que ceux que nous avons, mais il y a véritablement plein de choses à faire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'exemple des États-Unis, et bien sûr, il n'y a pas que la dette, il y a aussi cette crise bancaire qui a été vécue par les banques américaines, et ce qui nous amène à parler du secteur bancaire africain. Est-ce que, selon vous, selon nombre d'observateurs, cela pourrait avoir un impact mineur sur les banques africaines, mais est-ce que la question de couvrir le risque, et notamment pour des banques africaines qui manquent de liquidité, est également au menu des discussions parce qu'elle est majeure pour le continent? Alors, je ne suis pas un expert bancaire ni financier. Je dirais déjà que le sujet de la crise bancaire qu'on a vue à l'étranger on met tout dans le même sac, mais en fait, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Les différentes banques qui ont fait faillite aux États-Unis ont fait faillite parce qu'elles étaient mal régulées, parce qu'elles étaient mal gérées. La question de la, entre guillemets, quasi-faillite du Crédit Suisse, elle est un tout autre sujet, parce que c'était une banque qui n'était pas en difficulté, mais qui a fait l'objet quand même d'une défiance de ses déposants. Et donc, en quelques jours, en fait, son sort a été scellé. Je crois que la question ne se pose pas vraiment de cette manière dans le système bancaire africain. Et c'est important de signaler qu'il n'y a quasiment plus aucun acteur internationaux sur le secteur. Il reste la Société Générale, Standard Chartered et Citibank sur quelques secteurs. Donc en fait, le vrai enjeu pour le secteur financier africain, c'est, je crois, de grossir, de venir se mettre aux meilleurs standards mondiaux et d'occuper le terrain que nos investisseurs internationaux nous ont gentiment concédé. Et je pense que c'est là aussi... Vous croyez à la souveraineté financière, justement, oui, en Afrique? Oui. Alors, oui, parce que d'abord, là aussi, en fait, on n'a pas le choix. Ils sont partis, ils ne nous ont pas posé la question si on avait besoin d'eux ou pas besoin d'eux. Les gens se sont retirés. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez, le Maroc en est un exemple extrêmement brillant. Bank of Africa, Attijari, BCP sont des banques qui se sont projetées à l'international, qui ont occupé des parts de marché importantes, plus en Afrique subsaharienne francophone qu'anglophone, mais il y a encore des grosses parties de développement. Donc elles ont occupé le terrain. Il y a plein d'autres banques au Nigeria qui aussi ont des tailles critiques qui leur permettraient d'occuper le terrain des banques internationales. Donc je crois que oui, c'est justement des opportunités pour construire justement là tout un tas de champions africains dans la banque. C'est la même chose dans l'assurance, il reste là aussi deux acteurs. Et les Africains peuvent construire des champions africains qui vont aider à se développer et qui vont aider l'Afrique à continuer à être, entre guillemets, avoir son économie financée. Et là, il y a juste un petit sujet, il y a un sujet dont nous allons parler pendant le forum, c'est de représentation des intérêts africains à l'international. Ça, c'est le problème majeur que ce forum essaye d'adresser, qu'on va continuer à adresser dans les mois qui viennent. C'est, en fait, vous prenez les grandes discussions internationales, alors dans la finance, Bâle III, le G20... Il y a les assemblées annuelles de la Banque mondiale en octobre au Maroc. Est-ce que vous pensez que j'ai eu une discussion il y a quelques minutes avec le directeur général de la SFI qui parlait justement de cette voix qui pourrait être un peu plus audible, de cette voix des Africains qui pourrait être un peu plus audible
dans un événement international aussi important que les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Oui, oui, le fait qu'elle se passe au Maroc est une très bonne occasion de nous faire entendre de manière beaucoup plus forte, mais c'est vrai dans tout un tas de discussions, et ça c'est vraiment le sujet. L'Union africaine est totalement absente, la Banque africaine de développement est totalement absente sur tous ces sujets. Dans la finance, il y a quelque chose qui s'appelle le correspondent banking, dans lequel en fait les entreprises africaines financières sont otages, en fait, parce qu'il faut que des entreprises internationales acceptent d'être le relais des transferts. Et comme c'est trop compliqué à faire pour elles, c'est trop cher, tout simplement, elles décident de se retirer. Et il n'y a personne qui défend les intérêts africains sur ces sujets-là. Et c'est la même hypocrisie que ce qui s'est passé il y a quelques mois. Pourquoi ? Est-ce que c'est l'image d'un continent qu'on a souvent aidé ? Non, c'est de notre faute. Qu'on n'est pas assez... qu'on pointe du doigt à cause de problèmes de gouvernance, de manque de démocratie, de ce genre de clichés qui subsistent dans certains pays. C'est pas toujours des clichés. Nous ne voilons pas la face. Mais est-ce que c'est cela, en fait, qui fait que cette voix de l'Afrique n'est toujours pas assez audible, alors que beaucoup de pays, ironiquement, ont beaucoup d'intentions pour l'Afrique, d'intentions de développement. Oui. Bon, d'abord, ce n'est pas toujours des clichés, effectivement. Il y a des réalités du terrain et elles ont plutôt tendance, dans certaines zones, à se détériorer. Mais il faut qu'on arrête de se victimiser. En fait, le vrai sujet de la souveraineté, c'est d'être capable de prendre son destin en main et d'aller décider de se faire représenter, de se faire respecter. Le sujet du gaz était un exemple parfait. En fait, on s'est retrouvé il y a 12 mois avec l'ensemble des acteurs de la finance internationale qui ont décidé de dire bon, maintenant, on ne finance plus aucun projet fossil fueled, excusez-moi pour l'anglais, lié aux industries fossiles. Bon, il a suffi de la guerre en Ukraine pour que finalement ils se disent ah oui, mais peut-être on pourrait quand même le faire parce que le gaz aussi, c'est une hypocrisie totale. Et l'Afrique est victime de cette hypocrisie, mais pour une seule raison, c'est qu'il n'y a personne qui parle. Il n'y a pas un chef d'État, ou peut-être il y en a un ou deux, qui est capable de prendre son bâton de pèlerin et d'aller à l'Assemblée des Nations Unies en septembre pour parler là-dessus. Parce que là, on parle en fait de sujets économiques. Le président Macky Sall l'a un peu fait sur le sujet du gaz à un moment parce que son pays était en plein cœur de ce sujet. Mais le vrai enjeu pour nous, c'est comment on crée des coalitions d'entreprises, des coalitions politiques pour aller dire notre fête dans ces grands raouts. Pour l'instant, on n'a pas la maturité pour le faire, malheureusement. Je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui pourraient le faire de manière convaincante. Le Maroc en fait partie. Et après, le problème, c'est qu'on bascule aussi sur le continent dans un certain nombre de rivalités qui existent géographiques. Maroc-Algérie. Donc tout de suite, il y a des débats qui commencent. Donc on a du mal à être unis pour faire valoir nos points de vue. C'est dommage, mais la solution viendra de là. L'union fait la force. Ça n'a pas été inventé pour rien. Est-ce que l'union du secteur privé peut-elle peut-être mener la danse, excusez l'expression, et faire avancer les choses peut-être plus rapidement qu'au niveau institutionnel ou au niveau de l'État ou des gouvernements ? Je pense que oui. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé l'Africa CEO Forum, c'est pour créer ce grand regroupement d'entreprises et faire porter la voix du secteur privé auprès des décideurs publics pour que nous soyons mieux défendus, mieux compris. Et je pense que sur tous ces sujets-là, aujourd'hui justement, il commence quand même à y avoir des entreprises de taille suffisante pour que ça soit dans l'énergie, dans l'agro-business, dans les télécoms, on puisse faire entendre nos voix de manière un peu plus forte. Et c'est le rôle du forum d'essayer de structurer des messages pour dire voilà les sujets sur lesquels dont les gouvernements doivent se saisir pour nous permettre de continuer notre croissance et de ne pas subir les décisions internationales qui sont prises sans tenir compte de nos intérêts. Très bien, donc le secteur privé est capable de faire cela, mais il y a une question qui a été soulevée donc dans le forum, c'est celle de la riposte commune. Vous pensez que c'est possible au niveau du privé, et aussi, est-ce qu'il y a une réelle complémentarité aussi des secteurs privés, des 54 secteurs privés africains? Possible, bien sûr. J'aurais tendance à dire que non, parce que très souvent, les organisations patronales sont quand même des organisations qui sont avant tout politiques, et donc leur capacité à créer des grandes coalitions
qui s'inscrivent dans le temps pour résoudre des problèmes qui prennent 2 ans, 3 ans, 4 ans, je suis un petit peu sceptique. Je crois beaucoup au rôle des médias sur ce sujet. Et je crois beaucoup qu'un certain nombre d'entreprises ou des gens qui ont une vision spécifique sur tel ou tel enjeu sectoriel peuvent contribuer à changer un narratif. C'est en tout cas ce qu'on va essayer de faire au niveau du CEO Forum. De plus en plus, on va essayer de créer des coalitions d'entreprises pour essayer de définir un message africain, le faire partager par un certain nombre d'acteurs et voir comment s'en faire le relais à l'extérieur. Et je pense fondamentalement que c'est assez facile parce que le secteur des médias internationaux ne comprend pas l'Afrique, ne connaît pas l'Afrique, ne connaît pas les acteurs africains. Mais en revanche, si vous leur expliquez quels sont les enjeux, je prends le sujet de la COP par exemple, si au moment de la COP, vous avez une action concertée auprès des différents médias internationaux, en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, pour expliquer avec un point de vue commun quel est le point de vue de l'Afrique, ça permettra aux journalistes de se dire « Ok, le sujet de la transition énergétique, on est en train d'en parler, mais en fait, il faudrait peut-être quand même tenir compte des réalités africaines et que ce qu'on est en train de discuter n'a pas de sens pour les Africains et qu'on est quand même obligé d'en tenir compte parce qu'on vit dans un monde où on doit tous s'aider les uns les autres, et plus la question de l'Europe. Oui, s'aider les uns les autres. Maintenant, c'est aider l'Ukraine. En gros, oui, oui, c'est une réalité aujourd'hui, et c'est ce qui fait que beaucoup de dossiers, j'ai envie de dire, qui sont propres au continent, sont relégués au second plan, et c'est ce qui fait que ça handicape aussi le développement dans le continent, au-delà de toute non, mais c'est vrai, mais en fait, victimisation. Je suis d'accord, mais ce que vous décrivez est un fait. C'est une hypocrisie totale, mais c'est un fait. Donc la question, une fois qu'on est confronté à ça, on n'a pas le choix. C'est qu'est-ce qu'on fait? Donc je pense qu'on doit crier un petit peu plus fort que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est notre conviction. On va essayer de le faire avec les entreprises. On va essayer de le faire un petit peu plus tactiquement et stratégiquement que juste crier. C'est pour ça que je vous disais, voilà, la prochaine COP, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'il y ait un message clair africain qui soit disséminé auprès des médias internationaux pour que les médias internationaux, que les opinions publiques et que les décideurs publics écoutent. Quand ils traitent le sujet de la transition énergétique, en fait, ils ne traitent pas avec une vision purement occidentale et qui comprennent quels sont les enjeux pour les pays en voie de développement. Oui, mais les enjeux sont là, et effectivement, quand vous parlez de la COP, je reste un peu sceptique parce que l'action n'est pas prise. C'est là où le bas blesse lors de ce genre de rencontres. Oui, de ces grands raouts institutionnels. Je suis, oui, voilà. oui, non, je suis 100% d'accord, mais en même temps, à force de dire que ça ne sert à rien, la réalité, c'est que ça sert parce qu'il se passe toujours quelque chose et puis il y a toujours une petite réunion où il y a en fait 7 personnes qui décident ce qui va se passer. Nous, en attendant, les 100 milliards n'ont pas été débloqués. Non, d'accord. Mais il y a une très bonne phrase, c'est quand vous n'êtes pas à la table des négociations, c'est que vous êtes au menu. Donc, en fait, c'est la réalité, c'est que nous, on n'est jamais nulle part. Donc, ces réunions, elles arrivent, les décisions, elles sont prises. Quand il y a quelqu'un qui a décidé qu'il n'y aurait plus de financement des industries fossiles, ça s'est passé quelque part dans une salle, à Washington ou je ne sais pas où, et on n'était pas là. Et personne ne nous a demandé notre avis. Donc, la réalité, c'est que la seule façon pour moi de contrarier ça, c'est éventuellement d'avoir ce discours politique, ces engagements de nos décideurs à mieux nous représenter. Et je crois que plus modestement, mais que ça marche très bien, pour être un petit peu dans le secteur des médias, et je crois que vous le comprendrez très bien, c'est qu'en fait, les gens réagissent à l'opinion publique, les gens réagissent au narratif. Donc si on est capable de faire passer de manière assez forte dans le New York Times, dans le Figaro en France, dans toutes les publications, ce point de vue africain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je pense que ça changera la perception que les décideurs publics auront de la façon dont ils doivent résoudre les problèmes. Je vais terminer, peut-être, vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse. Quelle est la place de la jeunesse dans un tel forum comme le Africa CEO Forum? Parce qu'on ne peut pas parler de l'avenir de l'Afrique sans évoquer la jeunesse africaine. Alors, je crois que le sujet de la jeunesse, bon, c'est un sujet très vaste, hein, parce que quand on parle du développement des entreprises, pourquoi on insiste sur le rôle de l'entreprise, c'est que en fait, le premier sujet, c'est l'emploi. Bah oui. Voilà, donc on est en train de former des jeunes, donc déjà il faut bien les former, et après il faut qu'on puisse
les employés. Donc, la façon dont on l'aborde, nous, c'est sur les enjeux d'avoir une éducation qui est adaptée aux grands enjeux de l'économie mondiale. Nous essayons aussi de le traiter dans des secteurs spécifiques comme la tech, qui ont une proportion plus importante de jeunes, et d'essayer de faire des focus sur la façon de faire grossir cet écosystème. Donc je crois que c'est très important pour des questions d'emploi essentiellement, et c'est de la façon, en tout cas nous, dont on l'appréhende, parce que le CEO Forum n'est pas un forum sociétal, n'est pas un forum politique, c'est un forum économique. On essaye de faire en sorte que les entreprises qui y participent se saisissent au mieux des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et dans le cas de la jeunesse, il y a deux sujets, c'est l'emploi, et aussi, je pense, un des gros vecteurs, c'est ce qu'on appelle vocational training, donc la formation professionnelle, qui est aussi un vecteur sur lequel il faut beaucoup insister. Oui, puisqu'il y a aussi cette question de start-up et la question du financement des start-up, avec une année 2022, un très bon cru en termes de levée de fonds en VC, en capital risque, mais 2023 risque d'être un peu plus compliqué. Est-ce que ce genre de message doit être aussi disséminé pour peut-être encourager davantage les CEO qui sont présents à ce forum, pour mettre la main à la poche et de toute façon, ce n'est pas de l'aide, mais c'est des investissements. C'est un investissement et qui peut être très porteur. Oui. Et je crois qu'il y a deux sujets sur lesquels en fait, on aimerait mobiliser un petit peu plus les CEO. C'est le sujet de la philanthropie. Alors, qui est à prendre avec des pincettes, parce que quand on parle de la philanthropie aux États-Unis, il y a le milliardaire qui a décidé de faire une fondation pour s'occuper de ses chiens et de je ne sais pas quoi, dans lequel il y a sa femme, son cousin, etc., et qui sont des sujets fiscaux. Mais il y a aussi des gens qui font de la véritable philanthropie. C'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment, imprégné, dont on n'est pas encore suffisamment imprégné dans notre culture d'entreprise sur le continent. Donc ça, c'est une première chose qu'on aimerait un peu travailler. On va essayer de faire venir de plus en plus de fondations qui sont des acteurs importants de l'écosystème désormais. Et le deuxième sujet, c'est effectivement le sujet de la tech, et d'essayer de créer des écosystèmes dans lesquels les entrepreneurs comprennent que ce sont à la fois des investissements intéressants pour eux, et que ça fait partie de leur responsabilité de participer à la création de l'industrie et de l'économie de demain dans leur pays. Et les faiseurs de politique publique d'accompagner cela avec des incitations. C'est évident, oui. C'est évident. Voilà, merci beaucoup Amir Beni Ahmed. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président donc de ce Africa CEO Forum qui se tient les lundis et mardis à Abidjan. Et voilà, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'était Question d'actu spéciale Africa CEO Forum. Très bonne soirée à tous.